Monsieur l'ambassadeur, cher Jean-Pierre Jouyet, monsieur le député, madame la sénatrice, chers amis, parce qu'il y en a pas mal dans cette salle, bonsoir à tous. Merci d'avoir pris le temps pour cette rencontre que je souhaitais depuis un bon moment, mais qui m'est apparu nécessaire à ce moment un peu particulier de l'histoire des relations entre le Royaume-Uni et le reste de l'Union européenne. Ce matin, j'étais avec Dominic Raab, qui sortait du cabinet meeting sur la préparation à un éventuel no deal. Je me suis ensuite rendue à Chatham House, où je me suis exprimée pour donner notre vision du futur de l'Union européenne, puisque, fort heureusement, l'avenir de l'Union européenne ne s'arrête pas avec le Brexit, et bien sûr du Brexit. Et enfin, j'étais à Westminster, et ce soir, l'ambassadeur trouvant que je n'aurais pas assez travaillé, nous verrons ensemble le ministre délégué à l'Europe, Alan Duncan. C'est donc d'abord pour vous rencontrer que je suis venue, effectivement, première visite d'un ministre chargé des Affaires européennes depuis 4 ans. C'est presque exact, en fait, j'étais déjà venue en janvier avec le président de la République à Sandhurst pour le sommet bilatéral. Et donc vous écoutez, dans ce moment si particulier, vous, communauté, une des plus importantes communautés françaises établies dans le monde. Alors le chiffre des Français inscrits au registre dit beaucoup mais ne dit pas tout, puisque vous êtes sans doute beaucoup plus que 143 000. La 6e ville française, c'est Londres. Une des communautés françaises les plus dynamiques aussi. Merci de contribuer à l'image positive de notre pays. Nous essayons de notre côté, en France et au gouvernement, d'y prendre aussi toute notre part. Une des communautés également les plus diverses, que ce soit des responsables engagés dans la société civile, des étudiants, des diplômés, des apprentis, des enseignants, des médecins, des sportifs, des artistes, des créateurs, des cadres, des représentants ou des dirigeants d'entreprises. Tous, vous contribuez à la prospérité du Royaume-Uni. Si vous êtes aussi nombreux dans ce pays, c'est bien le signe que vos talents sont recherchés et appréciés. Vous y apportez cette French touch si appréciée dans bien des domaines professionnels. Theresa May l'a dit le 18 janvier au Victoria and Albert Museum. Elle le disait, le pays serait plus pauvre sans vous. Il serait plus pauvre avant tout de liens humains qui sont tissés entre nos deux pays, des liens de partage, d'amitié, des histoires d'amour aussi. Presque un quart d'entre vous ont fondé ici une famille avec un conjoint britannique. Par ces liens humains, amicaux, professionnels, familiaux, vous incarnez ce qui fait la force de notre relation avec le Royaume-Uni. Cette force trouve sa source dans l'histoire des relations entre nos deux pays, dont chaque quartier de cette ville témoigne, et de tous ceux de nos compatriotes qui ont rejoint le Royaume-Uni à toutes les époques. Ces liens demeurent aujourd'hui, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes, et nous ferons en sorte qu'ils perdurent dans le futur. Au-delà de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France restera un partenaire clé de ce pays dans tous les domaines. Oui, le Brexit crée de l'incertitude à court terme, mais non, il ne saurait remettre en cause l'excellence de la coopération entre nos deux pays. Économique, bien sûr, mais aussi culturelle. Je salue le travail effectué par l'Institut français qui en témoigne, comme la multiplication des initiatives qui viennent de la société civile et les grands rendez-vous culturels britanniques, je pense notamment au Festival d'Édimbourg dont nous sommes partenaires. Ces liens s'incarnent aussi dans notre réseau scolaire, qui est exceptionnel à Londres, dans son étendue, mais aussi dans sa qualité, et dont on me dit que les meilleurs éléments sont présents ce soir, certains avec une certaine émotion de retourner sur les lieux de leur formation.
Notre coopération s'étend également au domaine de la défense et de la sécurité. Nous souhaitons la maintenir dans le respect de l'autonomie de décision de l'Union européenne. Dans un monde aussi incertain que le nôtre, il est important que nous restions soudés avec nos plus proches alliés, comme nous l'avons été au moment de l'attaque chimique de Salisbury et comme nous ne cesserons pas de l'être. Alors face à une telle densité d'échanges et de coopération entre nos deux pays, je peux mesurer votre incompréhension et votre déception à l'annonce des résultats du référendum il y a 2 ans. Je les partage. Nous n'avons pas choisi le Brexit, c'est la décision du peuple britannique. Il est souverain et nous devons le respecter. Mais nous devons veiller à ce que le Brexit ne se fasse ni au détriment de l'Union européenne, qui ne l'a pas décidé, ni à vos dépens, vous qui ne l'avez pas voulu. Ce 23 juin 2016 a amené de la perplexité, mais aussi sans doute de l'inquiétude. C'est pourquoi je tenais à venir personnellement vous livrer notre analyse de l'état des négociations, même si je sais le travail intense qui est fourni par notre ambassade, par notre consulat général, avec lesquels nous échangeons en permanence, qui nous tiennent parfaitement informés de la réalité complexe de l'opinion publique et de la situation politique britannique, de vos attentes, de vos questions, de vos remarques et parfois de vos difficultés. Alors où en sommes-nous ? Un accord politique a été trouvé en décembre 2017 sur les principaux sujets de la négociation en ce qui concerne notamment les droits des citoyens européens, c'est-à-dire les vôtres. Le 19 mars de cette année, cet accord, rédigé de façon juridique, a été confirmé par la Commission et le Royaume-Uni. C'est une étape essentielle puisque l'Union européenne et le Royaume-Uni se sont mis d'accord sur le maintien, pour l'essentiel, de vos droits actuels, que ce soit pour travailler, pour étudier, pour vivre tout simplement comme vous le faites aujourd'hui. Cet accord sur lequel je reviendrai est cependant un des éléments de l'accord global de retrait auquel nous travaillons. Vous l'avez certainement entendu, il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout entre Londres et l'Union européenne. 80% des questions soulevées par l'accord de retrait ne posent plus de difficultés aujourd'hui, y compris des points complexes, comme les procédures de coopération administrative ou encore les marchés publics. C'est sur un petit nombre de questions que le compte n'y est pas encore. C'est notamment le cas de la protection des indications géographiques, de la gouvernance de l'accord pour assurer sa mise en œuvre, encore que j'ai le sentiment que sur cet aspect les choses progressent bien, et c'est le cas du respect par le Royaume-Uni des engagements, de ses engagements, mais surtout de la frontière irlandaise. La difficulté, c'est que les négociateurs ne progressent plus sur les points les plus ardus, et notamment sur la question de l'Irlande. Le gouvernement britannique affirme ne pas pouvoir aller au-delà de l'accord de principe, ne pas pouvoir aller au-delà de l'accord de Chequers, mais je rappelle l'accord de principe donné par Theresa May au backstop en décembre et qui tarde à se concrétiser. Nous devons aussi nous mettre d'accord sur les grandes lignes de notre relation future. Nos partenaires britanniques doivent entendre que les lignes de négociation qui ont été données à Michel Barnier, qui sont claires, qui sont publiques, ne sont pas une entrée dans la négociation. Nous ne sommes pas au bazar. Nous n'avons pas caché dans notre poche des éléments complémentaires sur lesquels nous serions prêts à céder au fur et à mesure de la discussion. Ce qui a été confié à Michel Barnier, ce qui a été rendu public, c'est l'épine dorsale de ce qui constitue l'Union européenne. C'est le fonctionnement du marché unique, c'est le caractère intangible des 4 libertés et c'est notre autonomie de décision.
Nous ne pouvons pas accepter un accord qui se ferait aux dépens de l'Union européenne et de ses fondements. Cela vaut, par exemple, s'agissant de Chequers et de la proposition britannique, sur l'intégrité du marché unique. Comment pourrions-nous accepter que demain, des biens partiellement fabriqués selon nos normes, puisque sur le plan des services, une divergence serait possible, et puisque nos normes, nous n'avons la certitude de leur respect que jusqu'à la date du retrait, mais pas pour l'avenir, comment pourrions-nous accepter que ces biens entrent librement dans le marché unique en nous faisant courir le risque, en faisant courir le risque à nos entreprises d'une concurrence déloyale. Je rappelle aussi un principe simple, on ne peut pas être mieux dehors que dedans. La relation la plus étroite avec l'Union européenne, l'usage le plus complet du marché unique porte un nom, celui d'État membre. Tout ce qui se fait avec quelqu'un d'autre qu'un État membre est nécessairement moins étroit et moins profitable. Il n'y a là-dedans aucune volonté de punition, aucune volonté de dissuasion de quitter l'Union européenne vis-à-vis d'autres États membres. Je dirais que ce qui se passe depuis 2 ans, ici, est probablement bien suffisamment dissuasif. Mais il y a simplement l'idée que pour être au plus près des États membres de l'Union européenne, il y a une solution simple, c'est de faire partie du club. Lorsqu'on décide de sortir du club, il n'y a pas de win-win solution. Il y a un travail patient, déterminé, volontariste de notre part pour faire en sorte que la relation future soit bénéfique, soit étroite, mais un peu moins qu'avant. Et l'honnêteté, la franchise oblige à le dire. Les 27 sont unis derrière Michel Barnier, notre négociateur. Je le rappelle, c'est le négociateur des chefs d'État et de gouvernement. Ce n'est pas un eurocrate obscur de la Commission. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui ont donné à ce grand Européen, ce grand Français, ce grand ami du Royaume-Uni, qui a une expérience longue de travail avec ce pays, un mandat au niveau des chefs d'État et de gouvernement qu'il vient briefer et qu'il vient écouter à intervalles réguliers. Et entre les conseils européens, il rencontre les ministres, tous ensemble, à Bruxelles ou à Luxembourg, et aussi séparément. Et il rencontre également les parlements nationaux, dont vous savez qu'ils auront un rôle essentiel à jouer pour la ratification des accords qui formeront notre relation future. C'est unis à 27 que nous défendrons nos intérêts, vos intérêts avec le plus d'efficacité. Ce qui nous unit, nous, 27 États membres, c'est d'abord l'avenir de nos ressortissants au Royaume-Uni. Pas un de mes homologues autour de la table du Conseil n'a jamais dit et ne dira jamais autre chose. L'accord auquel nous sommes parvenus en décembre puis en mars permettra de conserver vos droits au séjour, au travail, aux études, aux soins de santé, aux retraites et aux autres prestations sociales. C'est un cadre protecteur qui a été voulu par les 2 parties, mais nous resterons vigilants sur ce qui relève de sa mise en œuvre par les autorités britanniques. Nous regarderons de près les procédures qui seront adoptées et nous serons vos avocats pour faire en sorte qu'elles soient aussi souples, aussi simples et aussi peu coûteuses que ce à quoi les Britanniques se sont engagés. Je pense aux modalités retenues pour demander le statut de résident permanent, je pense aux possibilités de recours, mais aussi à toutes les questions pratiques pour conserver vos droits
au séjour et au travail, à la sécurité sociale ou encore à la reconnaissance de vos qualifications. Je suis aussi venue pour que vous me fassiez part de vos réactions. Je m'engage à en être le relais au sein du gouvernement français vis-à-vis des autorités britanniques. J'ai parlé spécifiquement à Dominic Raab de votre situation, de votre futur statut, quels que soient les scénarios ce matin. Il y a été très attentif. Il sait que je ne cesserai pas de lui en parler. Et évidemment de l'équipe de négociation de Michel Barnier, et nous efforcerons d'apporter autant que possible des solutions. Le président de la République et le Premier ministre m'ont demandé de vous dire combien nous sommes sensibles au maintien effectif de vos droits et de vos intérêts. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour aboutir à un accord final qui permettra de protéger et de sécuriser vos droits au Royaume-Uni, de faire en sorte que les liens familiaux ne soient pas remis en cause au détour de telle ou telle disposition de cet accord ou de telle ou telle pratique administrative qui en résulterait. Enfin, que les meilleures des garanties puissent être apportées à la protection de l'ensemble de ces droits. Je sais, pour en parler souvent avec lui, à quel point Michel Barnier est vigilant, là aussi, sur ces aspects. Ces dernières semaines, la presse a évoqué à de nombreuses reprises l'hypothèse d'une sortie sans accord. Regardons la vérité en face. Ce n'est aujourd'hui pas une hypothèse que nous pouvons exclure, même si ce n'est pas celle que nous souhaitons. Le temps presse en effet pour conclure d'ici octobre, normalement, novembre au plus tard, l'accord de retrait pour pouvoir le faire ratifier. Et au risque de l'absence de conclusion d'un accord, s'ajoute le risque d'un refus de ratification par le Parlement britannique. Une sortie sans accord aurait à l'évidence un coût élevé pour l'Union comme et plus encore pour le Royaume-Uni. Nous cherchons à l'éviter, mais notre devoir est de nous y préparer, d'être prêts pour tous les cas de figure, y compris celui-là. C'est ce que nous faisons. Les administrations travaillent à Paris et nous nous réunissions régulièrement entre ministres auprès du Premier ministre sur ce sujet. En cas d'échec des négociations, nous serons prêts à prendre très rapidement toutes les mesures nécessaires sur le plan national et à Bruxelles sur le plan européen pour atténuer les effets de ce que les Britanniques appellent le cliff edge. Dans cette hypothèse, nous travaillerions avec les Britanniques pour que chacun de son côté, nous nous assurions du maintien des droits de nos compatriotes respectifs. Je relève que le gouvernement britannique a d'ores et déjà donné des assurances sur les droits des citoyens résidant au Royaume-Uni. Il a notamment affirmé que les citoyens européens pourraient rester sur le sol britannique, même en cas de sortie sans accord. Dominic Raab me l'a répété ce matin. Il publiera une notice plus précise prochainement. Et une réunion du gouvernement britannique avait lieu avant que je ne rencontre Dominic Raab sur les conséquences d'une absence d'accord. Nous n'attendons pas le résultat des négociations, quel qu'il soit, pour adapter notre dispositif au Royaume-Uni. Je le disais, l'ambassade et le consulat général sont à votre écoute. Nous avons d'ailleurs d'ores et déjà renforcé les effectifs du consulat général à Londres en cette rentrée, afin de répondre mieux encore à vos besoins, que ce soit en matière de délivrance de titres d'identité et de voyage, d'établissement d'actes d'état civil ou encore de traitement des dossiers de nationalité, en particulier pour vos conjoints britanniques désireux d'acquérir la nationalité française. Nous poursuivrons cet engagement et nous nous tenons prêts à intensifier l'effort d'adaptation de nos dispositifs si cela apparaissait nécessaire à l'avenir. Les services de l'État au Royaume-Uni, en particulier les services consulaires, resteront totalement mobilisés pour vous accompagner tout au long de cette période incertaine, pour relayer vos préoccupations et pour vous informer le plus précisément possible. Nous allons par ailleurs mettre en place des dispositifs spécifiques d'information, un site internet notamment, qui monteront rapidement en puissance en fonction des besoins. Mes chers compatriotes,
la France et le Royaume-Uni resteront, quoi qu'il arrive, des partenaires d'exception, toujours unis sur l'essentiel. La promotion de nos valeurs, la lutte contre le terrorisme, la défense du multilatéralisme et bien plus encore. Nos échanges au sein des organisations internationales comme sur le plan bilatéral sont plus intenses que jamais. Par votre dynamisme, vous enrichissez chaque jour notre relation et jouez en permanence le rôle de trait d'union entre nos deux pays. Nous comptons sur vous pour poursuivre cette mission. Vous pouvez compter sur nous, malgré les incertitudes qui marquent cette période particulière. Je me réjouis en tout cas d'avoir maintenant cette occasion de pouvoir échanger avec vous. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Peut-être avant que nous commencions, juste rappeler quelques règles de fonctionnement. Essayez de faire des questions les plus courtes possibles pour que la ministre puisse répondre à un maximum de vos questions. Et comme la salle est grande, si vous pouviez vous lever pour qu'on puisse vous voir et vous présenter avant la question. Si vous utilisez Twitter, n'hésitez pas à utiliser le hashtag #loiseauuk. Et je donne la parole à la salle. Florence Biderman, l'AFP. Madame la ministre, est-ce que les entreprises ici au Royaume-Uni doivent se préparer à un non-accord? Vous parlez des préparatifs à Paris, en France. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises dès maintenant? Vous l'avez vu, depuis plusieurs semaines, les autorités britanniques publient des notices sur ce que seraient les conséquences d'un non-accord. Nous avons des contacts avec un grand nombre d'entreprises présentes au Royaume-Uni, ici évidemment à l'ambassade, mais aussi régulièrement avec les entreprises à Paris. Nous rassemblons avec ma collègue du gouvernement Delphine Gény-Stéphane leurs particularités, leurs priorités, leurs contraintes, et ça fait partie de la manière dont nous nous préparons nous-mêmes en cas de non-accord. Je voudrais tout de même répéter ce que je disais dans mon propos introductif. L'essentiel de notre énergie, nous le passons à aboutir à un bon accord. Et nous pensons qu'un bon accord est possible. Il est éminemment souhaitable, il est possible. C'est vrai qu'il reste peu de temps, mais peu de temps pour finaliser l'accord de retrait sur lequel nous nous étions mis d'accord sur les grands principes et pour dessiner les contours de la relation future. Les détails de cette relation future viendraient plus tard. C'est le Royaume-Uni qui nous a demandé une période de transition allant de mars 2019 à décembre 2020 pour précisément avoir le temps nécessaire pour détailler la relation future. C'est bien dans cet état d'esprit-là que nous sommes. Mais si j'ai parlé du non-accord, c'est d'abord parce que la presse en parle beaucoup, que les autorités britanniques n'excluent pas ce scénario et qu'en responsabilité, des dirigeants politiques dans l'Union européenne doivent également s'y préparer. Merci, bonsoir Madame la Ministre. Anne-Laure Danskoy de 3 Million. On nous dit, vous venez de nous le répéter, que le dossier des citoyens européens est en fait clos, malgré les grandes faiblesses du pré-accord de retrait de mars. Grandes faiblesses qui ne vont pas du tout être améliorées avec settled status, qui est un statut qui va en fait nous donner moins de droits que ce que nous avons maintenant. Et que pensez-vous de la proposition que nous avons faite depuis plus d'un an maintenant de séparer la question des droits des citoyens européens de manière légale et contraignante, de sorte que nous soyons vraiment protégés en cas de no deal, de sorte que nous ne soyons plus des objets de marchandage, de sorte que nous puissions enfin jouir d'une certaine paix d'esprit et pouvoir recommencer à vivre nos vies, reconstruire nos vies. Puis il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de citoyens européens qui sont maintenant partis. On est un peu plus de 100 000 qui sont partis
voire même plus, 140 000, je crois d'ailleurs les derniers chiffres. Et puis aussi, je pense qu'un encadrement légal et contraignant est le seul moyen vraiment de forcer des promesses politiques en réalité juridique. Alors, vous êtes dans votre rôle. Je ne voudrais pas non plus qu'on caricature le préaccord de retrait. Nous sommes en train de préparer un accord légal et contraignant. Nous nous sommes mis d'accord avec les Britanniques sur le fait que cet accord de retrait, qui est totalement contraignant, contienne 3 priorités et puis aussi d'autres aspects. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas commencé par un accord sur les citoyens et puis après, pourquoi pas un accord sur les indications géographiques, et puis après, pourquoi pas un accord sur les marchés publics, et pourquoi pas sur le règlement financier, parce que c'était le meilleur moyen d'encourager les Britanniques à un sport auquel ils s'adonnent volontiers, le pick and choose, et décider que ce qui passait tout seul, on le faisait tout de suite, et puis ce qui demandait un peu d'engagement politique, on le ferait peut-être. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, sur les citoyens, nous sommes d'accord avec les Britanniques. Vous parlez d'un grand nombre de départs de citoyens européens. La réalité oblige à dire que s'il y a des citoyens français qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés, qui arrivent encore au Royaume-Uni, parce que le settled status, ça n'est pas le chaos qu'on aurait tendance à imaginer en vous écoutant. Alors, s'il n'y a pas d'accord, ce qui m'importe, c'est qu'on aboutisse à une situation des ressortissants européens qui soit aussi favorable. C'est pour ça que j'en ai parlé à Dominic Raab ce matin. C'est pour que nous soyons bien d'accord sur l'importance des citoyens, quand bien même nous n'arriverions pas à un accord. Mais je le redis, notre énergie, c'est d'arriver à un accord. Et il s'est engagé à ce que, même en cas de non-accord, la situation des ressortissants européens au Royaume-Uni soit traitée dans l'intérêt des Britanniques. Vous avez tous lu ce que disent les entreprises britanniques sur le besoin de main-d'œuvre européenne. Vous savez tous que l'économie britannique repose largement sur cette main-d'œuvre européenne bien formée, qualifiée, qui se trouve au Royaume-Uni. Et nous-mêmes, dans l'autre sens, il nous importe de continuer à accueillir en France des résidents permanents britanniques, mais aussi un grand nombre de voyageurs, de touristes britanniques qui viennent chaque année dans notre pays. Donc de ce point de vue-là, il y aura d'une manière ou d'une autre des accords juridiques contraignants. Il n'y aura aucune situation de non-droit pour les ressortissants européens au Royaume-Uni. Bonsoir madame, je m'appelle Adrien Jachet, je suis en terminale ES. Et la question que je voudrais vous poser, c'est quelles sont les évolutions sur le futur statut des élèves? Je pense qu'il y a beaucoup de mes camarades ici qui voudront ensuite faire leurs études en Angleterre, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui va nous arriver? Aujourd'hui, dans le préaccord de retrait, vous pouvez changer de situation à partir du moment où vous avez le statut de résident permanent. Vous pouvez passer d'élève à étudiant, d'étudiant à salarié, de salarié à retraité, de retraité à étudiant, ça arrive parfois. Et ce changement de situation est garanti. Et c'est quelque chose que nous veillerons à continuer à garantir, évidemment, y compris si nous devions sortir de ce cadre de l'accord de retrait.
Bonsoir, Madame la Ministre. Florence Mellet, ESCP Europe. Je vis à Londres depuis 17 ans et je suis militante LibDem également. Quand on suit la politique britannique de près, on se rend très bien compte qu'on va tout droit vers un non-accord, puisqu'actuellement, le Parti conservateur déploie énormément d'énergie dans cette direction. Et je voulais un peu savoir quelles vont être les conséquences directes sur nous d'un non-accord et d'une sortie cliff edge au mois de mars. Alors, je répondrai avec modestie parce que je ne vis pas depuis 17 ans au Royaume-Uni. Mais je trouverais également immodeste de dire que le Parti conservateur a une seule position sur le Brexit. Quelque part, ça nous simplifierait la vie. Mais je crains que ce ne soit pas l'exacte réalité. Pas davantage pour le Parti travailliste, me semble-t-il. Et les rendez-vous que j'ai pu avoir aujourd'hui n'ont pas contribué à simplifier le paysage britannique. À partir de là, est-ce qu'on est certain qu'on va vers un non-accord ? Le gouvernement britannique dit tout autre chose. Il nous dit on va y arriver. La négociation entre Michel Barnier et ses équipes et David Raab et ses équipes se fait en continu aujourd'hui. Et l'objectif, c'est bien d'arriver. Alors ne perdons pas le nord, même si à lire la presse britannique ou à écouter les hommes politiques britanniques, c'est quelque chose d'assez facile. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire avant la fin de cette année, c'est finaliser l'accord de retrait et la direction dans laquelle va notre relation future. L'équilibre entre les droits et les obligations du Royaume-Uni pour la relation future. Ça n'est pas être d'accord sur tous les détails de cette relation future qui passera par plusieurs accords. Un accord de commerce, un accord pour un partenariat de sécurité et de défense, et puis quelques accords spécifiques, sectoriels, techniques. Ça n'est pas inaccessible, ça n'est pas insurmontable. Alors, bien sûr, comme vous, je remarque que à l'intérieur du Parti conservateur, certains parlent plus fort que d'autres. C'est la mode du moment, et pas seulement au Royaume-Uni. Parler fort est devenu une manière disruptive de faire de la politique. C'est rarement une manière d'arriver à des résultats. Ce n'est pas ceux qui parlent le plus fort qui sont forcément les hommes forts. C'est ceux qui veulent se faire remarquer. Ce n'est pas toujours ceux qui veulent vraiment prendre des responsabilités. Ceux-là font parfois moins de bruit. Nous sommes déterminés à mettre tous nos efforts pour un bon accord. Ça veut dire pas pour n'importe quel accord. Moi, j'ai appris ma leçon. Ça fait 2 ans que j'entends que no deal is better than a bad deal. Pour l'Union européenne, ça ne fait aucun doute. C'est beaucoup plus vrai pour les 27 que pour le Royaume-Uni. Avec cette réalité, avec le fait que les 27 sont unis, sûrement plus que ce à quoi s'attendaient certains ici, alors qu'en face, ils sont peut-être un peu moins unis que ce à quoi nous nous attendions nous-mêmes. C'est à nous d'arriver à ce good deal. Et croyez-moi, c'est vraiment ce que nous voulons. C'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron a reçu Theresa May à Brégançon. C'est de ça dont nous parlons beaucoup entre dirigeants européens. Alors beaucoup plus que les opinions publiques européennes, ça c'est une réalité. Si vous prenez l'Eurostar et que vous allez à Paris, à Berlin, à Madrid, à Rome, personne ne va vous parler du Brexit. C'est une force dans la négociation, parce que nous ne sommes pas soumis à cette sorte d'électricité que l'on trouve ici. Mais derrière les déclarations d'estrade, moi je reste persuadée que beaucoup d'hommes politiques, hommes et femmes politiques britanniques, savent que la meilleure solution, c'est un bon accord,
Et j'espère que nous allons y parvenir. En tout cas, comptez sur nous pour travailler là-dessus. Si j'ai parlé du non-accord, c'est parce que No deal by accident, ce sont les Britanniques qui ont commencé à utiliser cette formule. Ça peut arriver. Même si on ne le souhaite pas, ça peut arriver. Il me semble me souvenir qu'un Premier ministre britannique a déclenché un Brexit by accident. Et donc, préparons-nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, préparons-nous? Nous ne pouvons pas signer des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni tant qu'il est État membre de l'Union européenne. On ne signe pas un accord avec une partie de soi-même. Mais on peut unilatéralement faire la liste de ce qui doit être prêt, en particulier pour que vos intérêts soient défendus. Et si vient le moment où l'on constate qu'il est vraiment très tard pour un accord, que vraiment les meilleurs efforts ne le permettent pas, se coordonner avec le Royaume-Uni pour faire en sorte que ces préparations aillent dans le bon sens et aillent dans le même sens. Et ce qui est, je pense, important, c'est de voir que les autorités britanniques ont pleinement conscience que vous gardez dans des bonnes conditions au Royaume-Uni et dans leur intérêt. Et donc c'est là-dessus qu'on sera très présent à vos côtés, auprès de Michel Barnier, auprès des autorités britanniques, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de disruption dans votre situation en cas d'absence d'accord, mais ça n'est vraiment pas la situation, la solution que nous poussons en priorité. Allô, oui, bonjour. Jérôme Lussan, donc président des associations françaises en Grande-Bretagne. Moi, ça fait depuis 30 ans que je suis là. Mais ma question, c'est dans tout ce travail que vous faites en ce moment, est-ce que vous contemplez aussi peut-être un changement de gouvernement britannique? On voit qu'il y a eu une remontée au sein du parti, mais il y a aussi potentiellement des élections qui pourraient être demandées. Et dans ce cas, est-ce que ça nous retarderait, parce que ça pourrait se passer dans les semaines qui viennent? Et puis, dans ce cadre de toutes ces complications, est-ce que vous avez le temps de faire peut-être une partie de votre travail qui est de travailler sur les réformes européennes, les propositions que vous pouvez faire sur l'Europe qui donneraient espoir à tous ces gens qui sont peut-être inquiets d'une Europe trop technocrate, à penser que l'Europe serait plus populaire? C'est aussi valable pour les Britanniques que pour les Italiens, que pour les Suédois. Parce que vous avez dit de manière intéressante que le Brexit, effectivement, ne se passe pas très bien, donc ça peut causer d'autres pays à peut-être vouloir être moins partants pour sortir de l'Europe, mais en même temps, ce n'est pas ce que les élections prouvent. Et est-ce que dans ce contexte-là, vous pouvez continuer à faire un travail plus large? Merci. Alors tout d'abord, est-ce que nous travaillons sur des hypothèses autres? Non. C'est déjà bien assez compliqué comme ça. Mais bien sûr, comme vous, je lis la presse britannique tous les jours. Alors qu'est-ce qui se passerait si le Premier ministre demandait un retardement du déclenchement du retrait? Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait des élections? Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un autre gouvernement? Avec des si, on mettrait Paris dans une bouteille, Londres aussi. Nous avons un partenaire, un interlocuteur, le gouvernement britannique, qui est chahuté. On le voit. Mais je vois aussi que ceux qui le chahutent le plus ne sont pas si enclins que ça à prendre vraiment des responsabilités, en tout cas, me semble-t-il. Si quelque chose devait advenir qui change la donne, qui change la position du gouvernement britannique, quel qu'il soit, nous l'étudierions et nous apporterions notre réponse. Les lignes rouges qui ont été mises en avant par le gouvernement britannique sur la sortie du marché unique, sur la sortie de l'union douanière, c'est le choix du gouvernement britannique. Si demain un gouvernement britannique a d'autres choix,
Ce n'est pas nous qui dirions « Ah non, vous nous aviez dit que vous vouliez sortir du marché unique, donc vous sortez ». Nous respectons la position de notre partenaire en négociation. Et aujourd'hui, nous travaillons sur la position actuelle du gouvernement britannique actuel. Alors sur votre autre question, je vous rassure. Comme je me rassure moi, parce que je vous avoue que quand j'ai pris mes fonctions il y a un peu plus d'1 an, j'avais un peu peur de ne faire que ça, que le Brexit. J'avais un peu peur que l'Union européenne se paralyse après l'effet de sidération du référendum et ne soit pas capable de se repenser et de répondre aux défis du moment. C'est tout le contraire qui s'est passé. Ça a peut-être été quelque part un réveil salutaire de se dire que le statu quo, la distanciation entre les opinions publiques et le projet européen avait pu conduire à une décision aussi radicale que le référendum britannique. Quand Emmanuel Macron a pris ses fonctions, il les a prises après une campagne résolument ambitieuse sur l'Union européenne. Je ne dis pas pro-européenne, parce que pro-européenne, ça voudrait dire bêtement satisfait de l'Europe telle qu'elle est. Non, ambitieuse pour l'Union européenne et exigeante pour l'Union européenne. Convaincue que les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne connaissent pas les frontières, qu'il s'agisse de la révolution numérique, qu'il s'agisse de la mondialisation, qu'il s'agisse du réchauffement climatique, qu'il s'agisse du défi migratoire. Les frontières sont peu de choses. Donc convaincu qu'il fallait une réponse européenne et convaincu que l'Union européenne n'avait pas, jusqu'à présent, déployé toute son efficacité, mis en œuvre toute son unité et acquis une dimension suffisamment démocratique. C'est là-dessus que nous avons souhaité travailler depuis 1 an. C'est là-dessus que l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement européens se sont mis d'accord sur ce qu'on a appelé un Leaders' Agenda, qui signifie que, par exemple, ils se réunissent au moins 1 fois par mois, c'est-à-dire quelque chose qui normalement se passe uniquement en temps de crise, et qui aujourd'hui se passe alors que la croissance est là et que certains auraient pu être tentés d'une certaine autosatisfaction, d'un certain goût de l'immobilisme, voire d'un lâche soulagement parce que en France, finalement, le pire avait été évité. Moi, je l'ai connu, ce lâche soulagement, les premières semaines de la présidence d'Emmanuel Macron. Beaucoup de nos partenaires nous disaient bah, finalement, tout va bien. Et puis, ailleurs, on a vu des poussées nationalistes, jusque dans un État membre fondateur de l'Union européenne, qui nous obligent à nous dire que non, tout ne va pas bien, qu'il y a des préoccupations, qu'il y a des peurs, qu'il y a des incompréhensions, mais aussi qu'il y a d'énormes attentes. Alors on a mis en place depuis début avril ce qu'on a appelé les consultations citoyennes sur l'Europe, partout dans l'Union européenne, et même ici bientôt. Je sais qu'Alexandre Holroyd a le projet d'en organiser une et je le remercie. En France, il y en a déjà eu plus de 350, il y en a plus de 700 de programmées. J'ai participé personnellement à 45 d'entre elles. Ce que ça montre, c'est parfois de la déception par rapport au projet européen, mais des attentes vis-à-vis de l'Europe extraordinairement fortes. Et même les électeurs italiens n'ont pas dit qu'ils ne voulaient plus d'Europe. Ils ont dit qu'ils auraient voulu plus d'Europe, plus de solidarité européenne dans la crise financière, plus de solidarité européenne dans la crise migratoire. Et c'est bien à ces sujets que nous nous attelons aujourd'hui. Ce que l'on traite au niveau du Conseil des ministres auquel je participe, ça n'est ni la courbure de la banane, ni la couleur des dentifrices. Aujourd'hui, nous parlons terrorisme, nous parlons état de droit, nous parlons migration, nous parlons d'enjeux qui préoccupent chacun et chacune d'entre nous à travers l'Union européenne. Sur le sujet migratoire, nous ne sommes pas au pic d'une crise migratoire, nous sommes dans une crise politique sur le défi migratoire, ce qui est très différent. Certains utilisent l'anxiété migratoire pour exister et pour essayer de gagner des voix.
Ils le font en disant l'Europe est une passoire, l'Europe n'est pas la solution. En Europe aujourd'hui, en Méditerranée centrale, en 2018, il y a 85% d'arrivées en moins de migrants sur les côtes italiennes qu'en 2017. Aujourd'hui, il y a une réponse européenne coordonnée qui apporte de premiers résultats. Et il ne peut y avoir de réponse efficace qu'européenne, coordonnée et coopérative. Petit à petit, on y vient. Nous nous sommes engagés à ce qu'il y ait 10 000 hommes pour les gardes-frontières et les gardes-côtes pour renforcer le contrôle de nos frontières extérieures, parce que la libre circulation et l'absence de frontières intérieures ont un corollaire, c'est le renforcement du contrôle à nos frontières extérieures. Hier, au Parlement européen, Jean-Claude Juncker a parlé d'une nouvelle alliance avec l'Afrique, qui est très précisément ce pourquoi nous plaidons et ce que nous demandons, pour faire en sorte de renforcer les investissements et l'emploi dans l'Afrique subsaharienne en particulier. Il n'y a aucune raison de se résigner au fait que des gens jeunes, dynamiques, préfèrent risquer leur vie, et parfois risquer leur dignité en traversant le désert, la Libye et la Méditerranée, pour tenter leur chance en France, alors que nous avons tous intérêt à un développement fort et harmonieux de l'Afrique. Bref, il se passe des choses. En matière d'Europe de la défense, il s'est passé plus en 6 mois qu'en 60 ans. En matière d'Europe sociale, la réforme des travailleurs détachés, qui a été un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé, les vieux experts de l'Union européenne m'avaient dit « n'essaye même pas, c'est impossible, il n'y a pas d'ambition sociale dans l'Union européenne ». En 1 an, on y est parvenu. En matière de numérique, l'Europe a inventé la protection de l'intimité numérique, avec le règlement général sur la protection des données, là où les États-Unis ont eu leurs yeux pour pleurer au moment du scandale Facebook Cambridge Analytica. Hier, au Parlement européen, nous avons réussi à transformer les droits d'auteur pour les faire entrer dans le monde numérique et faire en sorte de protéger, d'encourager la création, mais aussi le monde de la presse. Il se passe beaucoup de choses au niveau de l'Union européenne. Il en faut plus encore. Il faut que nous renforcions la zone euro. Il faut le faire maintenant parce qu'il n'y a pas de crise, pour être prêt le jour où il y aura une crise, et il y en aura forcément une. Bref, je dirais que nous avons quelque part, avec Emmanuel Macron, avec son discours de la Sorbonne, avec notre crédibilité retrouvée aussi. La France n'a jamais manqué d'idées sur les questions européennes. Mais il fut un moment où, parce que nous ne respections pas nos propres engagements, nos idées étaient moins entendues. Le fait d'être capable de les respecter aujourd'hui fait que nous sommes respectables et qu'on nous écoute. Donc depuis 1 an, l'Union européenne a changé de braquet. Elle est en train de prendre la mesure des attentes des citoyens. Ces consultations citoyennes, nous allons nous appuyer dessus au Conseil européen de décembre, parce que ce n'est pas un replâtrage de l'Union européenne qui réglera les choses, c'est une refondation. L'Europe est plus nécessaire que jamais, et en réalité, elle est plus attendue que jamais par nos concitoyens. Simplement, la question que nos compatriotes posent, c'est souvent, face à la taille des défis, est-ce que l'Europe peut être à la hauteur? Et c'est à nous de faire en sorte qu'elle soit à la hauteur. Je crois qu'il y avait une question là. Ça sera peut-être la dernière. Pendant qu'Alexandre pose sa question, on peut, si quelqu'un... Voilà, il y en a encore une au fond et on arrête là. Après, on va les prendre regroupées peut-être. Voilà. Donc, Alexandre, et une question courte. Tu fais moins long que Jérôme, s'il te plaît. Je vais faire court. Alexandre Kounis, je travaille pour le journal Les Échos à Londres. J'ai une question très simple et très courte. Est-ce que l'accord de Chequers, qui est la position officielle du Royaume-Uni, servira, oui ou non, de base à l'accord qui pourrait être trouvé entre Londres et Bruxelles, ou est-ce qu'on doit considérer que cet accord en tant que tel est mort? Merci. Il y avait une autre question, je crois. Je pose la question. S'il vous plaît. Jean Jaffré, vous venez de souligner tout le travail important qui a été fait depuis 1 an au niveau de l'Union européenne. Est-ce que cela prouve que finalement le Royaume-Uni était un frein à l'intégration et au progrès de l'Union européenne? Merci. Une dernière, toute dernière. Nous aurions cru qu'il y a... Alors juste, c'est les élèves du lycée Churchill.
Non, pardon, je vois pas bien. Lycée Charles de Gaulle, pardon. Juste, nous aurions cru qu'après la chute du mur de Berlin, la menace soviétique aurait été bannie à jamais. Cependant, l'attaque de Salisbury, l'invasion de la Crimée et les phrases répétées en Syrie nous ont montré le contraire. Par conséquent, est-ce que l'Europe rentre dans une deuxième guerre froide avec la Russie? Merci. Merci. Il nous reste... Et j'ai 30 secondes, c'est ça? Ouais, il vous reste 2 minutes. Eh bien, installez-vous confortablement. Checkers pour commencer. Michel Barnier a répondu à cette question. Nous attendions une position britannique, donc cette position était bienvenue sur son principe. Parce que quand un pays vous dit « je veux sortir », c'est bien qu'ils nous disent « pour aller où ». Donc Checkers, c'était le début de « pour aller où ». Michel Barnier a aussi dit ce qui posait problème dans Checkers, c'est-à-dire une forme de cherry picking sur le marché unique, qui est quelque chose qui est totalement contraire à l'essence même de l'Union européenne. Alors nous continuons à discuter, nous espérons que ce n'est pas Checkers ou le chaos, nous espérons qu'il y a de la place pour entendre, au-delà des négociations internes au Royaume-Uni et même à la majorité de Madame May, de la place pour la négociation avec l'Union européenne. La deuxième question, c'était... Est-ce que le Royaume-Uni était un frein? Est-ce que le Royaume-Uni était un frein? Ce qui se passe depuis un an se passe avec le Royaume-Uni, État membre de l'Union européenne. Alan Duncan, avec qui j'aurai le plaisir de dîner, siège avec nous autour de la table du Conseil des ministres, et Madame May aussi, sauf quand nous parlons du Brexit. Donc tout ça a été possible avec un Royaume-Uni qui... sur beaucoup de sujets, trouve important de maintenir l'unité européenne. Dans les négociations avec l'administration Trump sur les tarifs sur l'acier et l'aluminium, c'est l'Europe des 28 qui a été unie. Et le Royaume-Uni, pas moins que les autres, attendait beaucoup de cette unité de l'Union européenne. Et ça fait le lien avec la question sur la Russie. Au moment de l'attaque de Salisbury, le Conseil européen a réagi unanimement pour condamner cette attaque, pour condamner l'origine russe de cette attaque, et des mesures coordonnées de représailles ont été prises par les pays européens. Et Madame May est venue rechercher l'unité de l'Union européenne autour de Salisbury. Alors, est-ce qu'on est dans une guerre froide? Disons que c'est la fin de l'innocence. Ceux qui avaient dit que c'était la fin de l'histoire, moi je leur réponds, c'est la fin de l'innocence. Aujourd'hui, on a plus besoin que jamais d'une Europe unie. Preuve en est qu'autour de nous, tout le monde voudrait nous désunir. L'Amérique nous a envoyé son bad boy, Steve Bannon, qui essaye de rassembler ceux des nationalistes européens qui voudraient détruire l'Union européenne. Parce que on peut supposer que certains aux États-Unis, contrairement à la naissance de l'Union européenne, se sont convaincus qu'il faut diviser pour régner. Le président Poutine n'a jamais montré une affection particulière pour le projet européen, mais beaucoup de nostalgie pour la Russie d'avant et sa domination sur une partie de l'Europe. C'est une préoccupation, pas seulement pour les pays baltes ou pour la Pologne, beaucoup pour ces pays qui ont une histoire particulière par rapport à la Russie. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, l'évaluation de la situation géopolitique du monde est beaucoup mieux partagée entre Européens qu'elle ne l'était il y a 15 ou 20 ans. J'ai été diplomate pendant plus de 25 ans. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de convaincre mes collègues du nord de l'Europe qu'il était important de s'occuper du Maghreb, du Sahel, que c'était à la fois des régions porteuses d'espoir, mais fragiles, que tout ce qui pouvait leur arriver de bien, nous en tirerions bénéfice, et que tout ce qui pouvait leur arriver de mal s'en ressentirait sur notre sol. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'expliquer, alors qu'à l'époque, ils me regardaient avec un intérêt poli, mais franchement très distant.
À l'inverse, quand les États baltes parlaient de leur voisinage inconfortable, nous répondions souvent que nous avions une histoire d'amitié avec la Russie et l'Union soviétique et que nous y étions très attachés. Nous le sommes. Mais aujourd'hui, il y a des troupes françaises au titre de l'OTAN, à côté de troupes britanniques, dans les pays baltes. Vous n'auriez pas été capable de faire ce geste il y a même 5 ans. Donc il y a aujourd'hui une vision stratégique de l'Europe qui se met en place, un souci d'autonomie stratégique qui se traduit par des efforts en matière d'Europe de la défense. Et le moindre des paradoxes n'est pas que maintenant que le Fonds européen de défense se met en place, le Royaume-Uni nous dit « nous aimerions en faire partie ». Merci beaucoup, Madame la Ministre.